Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour ce deuxième webinaire présenté dans le cadre de l'événement L'usine augmentée en ligne. L'usine augmentée en ligne, c'est 9 webinaires, 2 jours d'échanges sur l'industrie pour un objectif commun, transformer l'usine pour une performance durable. Ce matin, je suis avec Mathieu Cura, cofondateur d'Optimistic, qui va vous parler données industrielles et démocratisation de son utilisation dans toute l'organisation. Avant de commencer, je fais un rapide tour du programme du jour. Donc à 11h, vous retrouverez ProBayes pour parler d'intelligence artificielle au service de l'industrie. Puis cet après-midi à 14h, Inevo sur le sujet du jumeau numérique, et Vertis à 15h15 pour parler de documentation spatialisée. Pour le programme complet, je vais vous communiquer le lien dans le chat. N'hésitez pas à vous inscrire au webinaire suivant. Vous pouvez aussi vous inscrire à ceux qui sont passés pour pouvoir les regarder en replay. Et avant de donner la parole à Mathieu, je vous donne rapidement quelques explications sur les fonctionnalités présentes ici. Vous avez le chat pour interagir en direct, le chat est public. Et si vous souhaitez poser vos questions en privé, vous avez l'onglet « Questions à disposition ». Voilà, j'ai fait le tour. Mathieu, c'est à toi. Je te laisse la parole. Parfait. Bonjour à tous. Merci à Barbara pour l'introduction et l'organisation de cette série de webinaires. Je vous propose aujourd'hui d'évoquer le sujet de la démocratisation de l'usage de la donnée dans l'usine et de regarder, de partir sous l'angle de 3 constats qui font que aujourd'hui c'est encore compliqué de démocratiser cet usage de la donnée dans les usines et dans les organisations industrielles. Et les 3 constats que je vous propose d'explorer ce matin sont les suivants. Le premier, c'est le sujet de la disponibilité et de l'accessibilité de la donnée. Le deuxième, c'est l'organisation, la centralisation de ces données. Et puis le dernier point, et non des moindres, qui est le fait que, au final, aujourd'hui, les données sont peu utilisées par les personnes dans les organisations industrielles d'une manière générale en pratique. Alors, on va commencer par le premier constat qui est que les données sont pas forcément disponibles ou accessibles. Alors, j'ai pris cette image d'un archipel d'îles. Quelque part, les données dans l'usine, c'est un peu la même chose. On va avoir des données qui sont éparpillées dans différents systèmes. Alors, pour comprendre un petit peu cet élément, c'est que on a, on va dire historiquement, pas mal de systèmes d'information dans l'usine, que ce soit des systèmes d'information administratifs, des systèmes d'information industriels qu'on appelle OT, qui font lien entre le monde physique et le monde virtuel. Dans l'IT, on va retrouver plutôt des outils de gestion, que ce soit les ERP, MES et autres. Et puis, on a également tout ce qui est données manuelles, qui sont quelque part restées sagement dans l'atelier, sur des feuilles de papier, je dirais dans le meilleur des cas, sous une forme déjà un peu digitalisée de fichiers Excel. Et quelque part, on a une masse d'informations qui est cachée dans tous ces systèmes et l'idée, c'est de pouvoir venir collecter l'ensemble de ces données. Alors, par rapport à ça, il y a 2 choses. Alors, dans les approches que nous, on propose, déjà, c'est de collecter tout ce qui existe dans les systèmes et ce, de manière automatisée et, je dirais, dans un mode quasi temps réel. Alors, pour ce faire, en fait, on propose une solution qui s'appelle OIBus et j'insiste sur un point, c'est que c'est une solution qu'on a fait le choix de mettre dans le domaine public, donc elle est en open source avec une licence qui va bien et donc disponible en ligne sur notre site. Vous pouvez télécharger les exécutables, le code source. Et avec OIBus, on peut se connecter très facilement à tous ces systèmes, que ce soit dans l'univers de systèmes d'information IT, où on va pouvoir se brancher aux différents protocoles classiques de ces univers, des bases de données SQL, des API, du transfert de fichiers, etc. Mais également à tout ce qu'on retrouve dans le monde de l'OT, donc de l'informatique industrielle, où là, on va supporter des protocoles de type Modbus, OPC, OPC-UA, MQTT et plein d'autres. Et donc, on va pouvoir venir mettre en place des flux de données et collecter cette donnée. Alors, on verra après ce qu'on peut en faire. Mais déjà, l'idée, c'est qu'on va pouvoir automatiser tous ces flux parce que c'est pas rare, je dirais, d'avoir sur des sites industriels, par exemple, des systèmes de supervision qui sont pas forcément connectés et sur lesquels des opérateurs vont venir faire des relevés et enregistrer toutes ces informations sur du papier.
c'est typiquement le genre de tâche à non-valeur qu'il faut chercher à réduire quelque part dans ce type d'organisation et de fonctionnement. On va avoir également toute la partie manuelle. Alors, je dirais la forme la plus ancienne, c'est la feuille de papier, qui est encore très présente, ou le cahier pour le suivi de ce qui se passe au cours d'un poste de production, par exemple. Et je dirais là, la solution, c'est d'aller sur des outils qui permettent de mimiquer quelque part ces supports papier dans le monde du digital. Alors, il y a souvent des premiers pas qui sont réalisés avec soit des fichiers Excel, soit un peu des bases de données maison. Mais l'idée, c'est d'aller un cran plus loin avec des outils qui collent bien en fait avec les usages. Donc, en l'occurrence, nous, on intègre dans nos solutions des différents modules qui permettent de digitaliser, je dirais, les formulaires, de digitaliser tout ce qui va être cahier de poste et de consignes, mais également tout ce qui va être suivi, par exemple, d'événements dans le cadre des suivis de productivité avec des approches de type TRS ou manque à produire. Alors, il y a toute une série de nouvelles sources de données qu'il ne faut pas oublier, puisqu'on va avoir de plus en plus de données qui vont se créer, se générer dans ces univers. On va avoir tout ce qui est réseau IoT. Alors, quand j'entends réseau IoT, c'est vraiment au sens premier du terme, c'est-à-dire tous ces réseaux de capteurs sans fil qui se développent de plus en plus dans l'industrie et qui, la plupart du temps, transmettent des données sur des plateformes qui, elles, sont dans le cloud. On a également de plus en plus d'applications SaaS dans le cloud, donc pas forcément connectables sur site. Et puis pour finir, des sources de données qui sont relativement intéressantes pour enrichir la vue qu'on a des process et en particulier avoir du contexte extérieur, c'est toutes les sources open data. Typiquement pour avoir des informations de météo, donc d'avoir les conditions météorologiques et les prévisions localement. À proximité du site, mais également des sources de type RTE, par exemple, qui propose via son API des informations sur les prix de l'énergie, etc. Donc, ce sont des éléments qui permettent d'enrichir les informations dont disposent les équipes sur le terrain. Alors, là, on a fait le tour, je dirais, de la partie collecte, qui, quelque part, est un aspect plutôt technique du sujet, où on doit pouvoir aller chercher les données aux différents endroits, et organisationnel, parce que quand on va digitaliser le poste et mettre en place des formulaires de saisie digitaux, etc., on rentre dans un domaine où on touche au terrain et il faut accompagner ce type de transition. Je vous propose de passer au constat numéro 2 et qui, je pense, c'est un des constats qui est, je pense, le plus partagé, c'est que une fois qu'on a mis en place ces collectes de données, on a des données qui sont dispersées et très mal ordonnées. C'est-à-dire que on les a sous les yeux, mais pour pouvoir les exploiter et en tirer quelque chose, c'est relativement compliqué. Et l'effort à faire étant étant important, pardon, et ben ça rebute. Et donc la donnée, je dirais, c'est un des premiers points vraiment de friction, c'est la donnée n'est pas exploitée parce que c'est trop compliqué de l'utiliser et de la travailler. Alors, on va revenir un peu à nos histoires de systèmes d'information qu'on retrouve généralement sur une organisation ou un site industriel. Ces systèmes d'information, ils ont été modelés par rapport à des besoins de différentes équipes. Typiquement, on va avoir le RP qui vient du monde de la finance, qui cherche à suivre l'aspect économique de la production, tout ce qui va être gestion de stock également pour connaître les encours et en fait au final les coûts en termes de cash qu'ils représentent. On va avoir des outils comme les MES et avant les GPAO qui sont plutôt l'outil pour le producteur pour pouvoir organiser sa production, allouer ses ressources. On va retrouver un outil comme le LIMS qui est en fait l'outil du laboratoire d'analyse et contrôle dans lequel il va mettre tous les résultats d'analyse. Il va gérer également son parc d'équipements. La même chose pour la maintenance avec la GMAO. Donc, je dirais, on a un certain nombre d'outils qui sont nés, on va dire, ces 50 dernières années dans le monde industriel. On va retrouver également des outils côté OT, côté informatique industrielle, donc les systèmes de contrôle-commande, de supervision, etc., mais qui sont nés avec, pour répondre à un besoin très précis qui souvent est le besoin d'une équipe. Et cette structuration des systèmes d'information fait que la donnée est silotée dans ces systèmes
par rapport aux besoins. Et en fait, ces systèmes, au final, échangent relativement peu entre eux, ce qui amène à plusieurs choses. C'est soit on va avoir des doublons, soit il y a des complexités d'intégration entre les différents systèmes qui font qu'au final, il y a assez peu de transversalité dans l'information. Et au final, il n'y a pas d'endroit où on peut accéder à toute l'information de manière un minimum centralisée. Et ça a plusieurs conséquences. La première conséquence, c'est que chaque équipe va regarder ce qui se passe dans l'usine, dans l'activité, sous son prisme, qui est, on va dire, créé par ces outils spécialisés. Moi, personnellement, j'ai été directeur de production sur un site industriel. Mes équipes regardaient les choses avec leur système de supervision. Par contre, ce qui se passait dans la GMAO, c'était plutôt à l'usage des mainteneurs. Et ce qui faisait qu'au final, ils ne se comprenaient pas, puisqu'ils ne regardaient pas les choses sous des angles partagés. Donc, on a ce silotage, et puis, on a quand même besoin d'informations qui sont présentes dans différents systèmes pour avoir, au final, l'information qu'on souhaite. Je prends un exemple tout simple. Au niveau process production, on est intéressé pour faire des bilans matière sur l'installation. Malheureusement, pour faire un bilan matière, il va falloir des données qui viennent du système de supervision avec toutes les informations, des débits, des niveaux de stock dans les cuves, etc. Et de l'autre côté, on va avoir besoin d'informations quantitatives sur les produits avec des analyses de concentration, etc. Et pour pouvoir faire le bilan matière, il faut combiner l'ensemble. Et on a des informations qui sont silotées au final dans deux systèmes. Et on a une certaine complexité à pouvoir combiner ces données pour avoir la bonne information qui permet de prendre les bonnes décisions. Alors, aujourd'hui, on a un phénomène qui est, on va dire, quelque part empiré d'une certaine manière par le digital, parce qu'en fait, il y a énormément de solutions qui sont arrivées sur le marché pour répondre à des besoins très précis, très ponctuels dans l'usine, qui au final sont des solutions qui ont apporté pas mal de choses, puisqu'elles sont, on peut les implémenter rapidement, on peut avoir des gains rapidement grâce à elles. Malheureusement, on rajoute de la complexité dans les systèmes d'information. On crée, je dirais, on continue à créer ce problème de silotage entre les équipes. Et l'autre aspect, c'est qu'on rajoute aussi des coûts, c'est-à-dire que il faut des licences de chacune de ces solutions. Mais il y a également un autre aspect, c'est qu'il va falloir maintenir dans le temps l'intégration de l'ensemble de ces solutions avec les autres systèmes qui envoient, du moins qui fournissent en fait les données pour chacune de ces items. Alors, les conséquences de tout ça, c'est qu'on a au final des données qui sont réparties sur de nombreux systèmes. Elles ne sont pas centralisées. Il peut y avoir de la réplication, ce qui peut amener à des erreurs d'ailleurs. On va avoir aussi des coûts pour faire les intégrations, maintenir et mettre à jour tous ces flux de données. On n'a pas non plus de vision à 360 degrés des équipes, puisqu'en fait chacune va continuer à regarder avec le prisme de ces outils. Et puis, si on veut donner un peu plus de visibilité aux équipes, il va falloir les former à différents systèmes. Et donc, ça, je dirais, impacte le sujet de la montée en compétences des équipes, puisque chaque système a un peu ses codes, ses clés de lecture, etc. Le deuxième point, c'est qu'en fait, on va avoir ces données et ces applications qui sont cloisonnées. Donc, à nouveau, chacun a son propre point de vue, et puis ça facilite pas en fait la collaboration entre services. Donc voilà, on a quelque chose aujourd'hui qui est pas très efficient et qui fait qu'au final, on utilise encore peu la donnée dans l'usine. Alors, quels sont comment dire, les points durs qu'il faut réussir à lever pour sortir de cette situation? Alors déjà, la première chose, c'est qu'on a des systèmes qui fournissent chacun des types de données avec des structures qui sont différentes. Par exemple, une information qui vient d'un capteur qui va être un point toutes les minutes ou un point toutes les secondes, ça n'a pas du tout la même forme qu'une information de traçabilité dans le suivi de la production, par exemple, où on va avoir des dates de début de fin avec un numéro de lot, etc., etc.
Le deuxième point, c'est que l'organisation, le stockage et la combinaison de toutes ces données, ça reste compliqué. Alors, on va faire des extractions, on va utiliser des outils de BI, par exemple, pour essayer de combiner tout ça, mais on reste dans un travail qui va nécessiter d'écrire des requêtes, de structurer la donnée, etc., dans des bases. Donc, un travail plutôt technique. Et puis, un dernier point, c'est que si on veut garder de la pertinence dans nos données, il va falloir les maintenir pour pouvoir faire tous les calculs dont on aura besoin pour les indicateurs, pour les analyses, etc., d'avoir le bon niveau de granularité, et en particulier un niveau de granularité suffisamment fin pour pouvoir répondre aux différents enjeux et besoins. Alors, nous, l'approche qu'on propose pour répondre à ces défis, c'est de découpler en fait les sources de données des usages et de se dire, en fait, on va regarder comment on centralise l'ensemble de ces données, de ces informations, en ayant une approche un peu structurée, standardisée de stockage et de traitement de ces données, pour ensuite les mettre à disposition des différents usages avec plusieurs avantages. C'est que le travail de collecte et de structuration de données n'est fait qu'une fois. Un deuxième avantage, c'est que tout le monde va partager la même donnée, la même information, les mêmes indicateurs calculés de la même manière et au final, donc, assurer de la cohérence et également, on va avoir accès à l'ensemble des données pour avoir les différents angles de vision nécessaires. Alors, comment est-ce qu'on peut faire ça? L'approche qu'on a retenue, c'est de se dire, voilà, si on regarde l'industrie, en particulier nous, les secteurs sur lesquels on intervient, qui sont plutôt de l'industrie de procédés, on retrouve à peu près toujours les mêmes types de données et donc quelque part des données qui peuvent se structurer toujours de la même manière. Et donc c'est ce que vous voyez sur le rectangle orange légèrement à droite. En fait, on a pu concevoir des structures de données standards dans lesquelles on va venir déverser les données, quelle que soit leur source. Ces structures de données standards, elles répondent à une réalité, on va dire, physique. Donc, c'est relativement clair de se dire, j'ai telle donnée dans l'usine, dans quelle case je vais la mettre. Et le fait d'avoir standardisé ça, ça permet de configurer, en fait, notre, on va dire, la manière de stocker et structurer nos données de manière très simple, puisqu'en fait, les choses sont déjà bien prédéfinies. Alors ça, c'est un point important, c'est que cette partie-là, du fait de ces modèles de structure de données standards, en fait, l'utilisateur n'a pas besoin de se soucier de la technique qu'il y a derrière, c'est-à-dire dans quelle base de données je vais mettre ça, comment c'est optimisé, etc. Non, tout ce travail-là a déjà été pensé, optimisé, et il n'y a juste qu'à dire, voilà, mes capteurs, c'est à quoi ça correspond, comment je le décris, etc., avec vraiment un langage métier et non pas un langage technique informatique. Alors, je dirais, ça serait parfait si c'était aussi simple. La réalité, c'est que les données disponibles dans les systèmes d'information ne sont pas forcément disponibles sous la bonne forme. Et donc là, il y a un travail d'intégration qui se fait, avec en particulier du pré-traitement au niveau des flux de données, qui permettent de s'assurer qu'on va pouvoir faire rentrer dans les cases standards les données qui sont disponibles sur site. Et là, je dirais, nous, on accumule l'expérience de près d'une centaine de sites qui ont déjà déployé la solution, où on a géré tout l'outillage qui permet de répondre aux différents cas qu'on peut rencontrer, et donc au final d'arriver dans tous les cas à faire entrer les données dans ces structures standards cibles. Alors, le fait d'avoir standardisé ces structures de données, ça a plein d'avantages. Alors, on parlait de la performance, de la facilité de configuration, mais il y a un autre avantage, c'est que comme elles sont standards et qu'elles ont un sens physique, un sens métier, on a pu pré-câbler également tout l'aspect traitement de données. Alors, pas juste du traitement de données simple, comme par exemple faire des calculs sur deux données de capteurs pour calculer un nouvel indicateur. Non, non, faire des combinaisons entre des données qui ne sont pas du même type. Par exemple, à partir de la traçabilité et de données de capteurs, de calculer par exemple des indicateurs comme la température moyenne sur un four ou un peu plus compliqué, un barème de stérilisation sur une installation de stérilisation, et d'être capable de ramener cette donnée calculée et de la rattacher par exemple à chacun des lots de fabrication. Donc ça, c'est des choses qui sont pareilles, faisables 100% via de la configuration,
et donc qui sont accessibles à un ingénieur du métier et pas forcément quelqu'un avec une expertise data ou IT. L'autre avantage, c'est qu'on a ça nous permet d'avoir et d'obtenir quelque part un catalogue de données complet et partagé qui inclut à la fois les données brutes à la bonne granularité, mais également toutes les données calculées qui auront été définies. Et avec cette logique métier qui va permettre en fait de les rendre facilement intelligibles à tout un chacun. Et avec une dernière contrainte, c'est qu'on est dans l'industrie, donc il ne nous faut pas de la donnée qui est 3 jours d'âge. Le but est d'être en quasi temps réel et donc de pouvoir fournir de l'information en quasi temps réel aux équipes. Et à partir de là, on va pouvoir construire les usages, puisque au final, que ce soit pour faire du TRS, du contrôle statistique de procédés, des KPI, de l'analytics, etc., on va toujours s'appuyer sur les mêmes données. Et donc, ça a un gros avantage, c'est que, quel que soit le type d'usage, on fait appel au même référentiel. Alors, pour donner un petit peu d'idée, si on carde les données de manière bien à la bonne granularité, on va pouvoir les utiliser en tout un tas de contextes différents. Donc, par exemple, on a 4 grands types de données, je dirais, brutes. Donc, tout ce qui est données de capteurs ou séries temporelles, des données vectorielles issues de capteurs complexes, des données d'événements et ce qu'on appelle des données de traçabilité. En fait, c'est les données qui sont attachées à un lot ou à une campagne, par exemple, des analyses de laboratoire avec des résultats numériques sur ces analyses. Mais en fait, on va pouvoir utiliser des contextes, par exemple, des contextes de traçabilité avec l'ensemble de ces données pour construire des nouvelles données. On va pouvoir utiliser la généalogie, on pourra regarder également les choses sous l'angle des assets. Alors les assets, c'est un concept qui permet de décrire soit des équipements, des lignes de production, voire même des concepts un peu plus abstraits comme des ateliers. Voilà, et de la même chose avec les contextes d'événements. Donc, ce que je prenais comme exemple tout à l'heure sur notre histoire de température moyenne de four, c'est typiquement, on prend une série temporelle, un contexte de traçabilité, c'est l'exemple qui est cité ici, ce qui nous permet d'obtenir, donc je prends une donnée série temporelle, le contexte de traçabilité, donc là, je vais les combiner entre elles, et ça va me donner une nouvelle donnée qui est une donnée de traçabilité. Par exemple, la température moyenne de cuisson pendant l'étape de cuisson. Imaginons qu'à l'issue de cette étape de cuisson, mon produit rentre dans une deuxième partie de l'usine pour être transformé dans un autre atelier. Et en fait, je vais pouvoir propager cette donnée de température moyenne sur l'étape d'après grâce au contexte de généalogie. Donc, on va avoir toute une capacité à construire, agréger, transformer la donnée. Et à nouveau, tout ça, ça ne requiert aucune compétence en termes de codage. Je dirais le plus que ça puisse exiger, c'est si on doit faire des calculs un peu compliqués parce que l'indicateur qu'on veut le nécessite, c'est de savoir écrire une formule comme dans Excel pour pouvoir le faire. Alors, une fois qu'on a tout ça, on a construit les bases, je dirais, d'une structure, d'une organisation de la donnée qui est standardisée, qui est globale, centralisée et surtout qui permet au final d'obtenir une approche beaucoup plus interdisciplinaire dans l'entreprise, dans l'organisation et de casser les silos. Et ça, c'est vraiment un point fondamental pour avoir des organisations qui fonctionnent bien, qui soient fluides, c'est d'éliminer tous ces silos et qui sont, je dirais, apparus naturellement avec la construction des différents systèmes d'information qu'on a dans l'entreprise. Et donc, c'est un exercice qui n'est pas forcément évident puisqu'on a été formaté par la manière de regarder les choses, je dirais, qui est liée à 20-30 ans de systèmes d'information tels qu'ils ont été proposés jusqu'à présent. Il faut réussir à sortir de ces approches. Alors, le troisième constat, c'est qu'au final, les données sont encore utilisées par peu de personnes dans les usines et dans les organisations industrielles. Alors, pourquoi si on regarde un petit peu le process, on va dire, d'usage de la donnée, on a une première phase en fait de mise en œuvre qui est l'intégration technique, une deuxième phase qui est la structuration des données pour pouvoir les rendre disponibles, quelle que soit l'approche qui est choisie d'ailleurs. Ensuite, une approche de construction des usages, puis l'utilisation ou quelque part la consommation de ces usages.
Et au final, si on regarde ce qui se passe aujourd'hui, l'utilisation, c'est-à-dire par exemple consommer un tableau de bord, aujourd'hui, c'est la partie je dirais, les experts métiers sont limités à cette partie-là la plupart du temps, et tout le reste est du ressort d'experts, soit de la partie informatique, informatique industrielle ou data. Le problème que ça présente, c'est que, au final, on a un peu un goulot d'étranglement. C'est-à-dire si on regarde une usine, des experts métiers, il y en a beaucoup plus que des experts IT, OT ou data, parce que c'est des profils plutôt rares dans l'industrie. Le deuxième aspect, c'est que si on a un besoin qui vient du métier, va falloir spécifier ce besoin et on rentre dans une démarche de développement, construction, test, validation, etc. Et donc, entre le besoin et le moment où il y a quelque chose en place, il peut se passer des mois. Et surtout, dans la longueur, on a une autre problématique qui se présente, c'est que va falloir maintenir tout ça. Une usine, sa vie, on va rajouter un capteur, on va vouloir modifier des indicateurs, etc. Et tout ça, s'il faut à chaque fois repasser par la case développement ou construction sur mesure, en fait, on a quelque chose qui n'est pas du tout agile et on laisse les équipes métiers avec des outils qui sont en décalage avec ce dont elles ont besoin. Alors, pourquoi est-ce qu'on se retrouve dans ces situations? C'est que on a cette complexité de la structuration de données qu'on a évoquée et qui reste encore vraie malgré tout un tas de plateformes de data génériques qui apparaissent aujourd'hui sur le marché, mais qui sont des plateformes de data génériques. Et de ce fait, elles sont très performantes pour organiser, structurer la donnée, mais par contre, ça reste complexe puisqu'elles n'intègrent pas du tout les notions métiers d'un industriel. Le deuxième point, c'est que pour toute la partie utilisation, construction des usages, la plupart des applications, je dirais, qui étaient jusqu'à présent disponibles sur le marché, restent des applications, on va dire, qui se destinent à des experts de l'IT ou de l'OT, voire de la data avec les solutions de BI, mais c'est pas des choses qui sont très accessibles, puisqu'en fait, il y a toute une compétence sur comment on structure la donnée, etc., qui est importante pour pouvoir réussir à utiliser ces solutions, voire même certaines capacités à écrire des scripts, etc. Donc, on reste sur des choses qui sont peu accessibles. L'idée, c'est de libérer en fait quelque part les équipes opérationnelles et de leur donner de la liberté pour construire les usages et de leur permettre d'intervenir sur une partie plus grande de la chaîne et également de limiter le périmètre des experts côté IT, OT et data à là où ils sont bons et là où ils ont de la valeur à apporter. Et donc, quelque part, la construction des usages devrait être naturellement dans le giron des experts métiers, de même qu'une grosse partie de la structuration des données. Mais pour ça, il faut lever un certain nombre de problématiques qu'on vient de voir. Alors, la première chose, c'est d'avoir des outils qui ont une spécialisation pour les usages industriels, ce qui permet de donner en fait un cadre qui est intelligible à tout un chacun dans l'organisation, et de combiner ça avec, je dirais, des approches qui sont maintenant de plus en plus courantes dans le monde informatique, qui sont les approches no-code, c'est-à-dire de pouvoir construire des applications juste par du drag and drop, de la configuration. Et si on a cette approche no-code qui est combinée avec cette spécialisation usage industriel, on peut arriver à faire des choses qui rendent les outils accessibles à tout un chacun dans une organisation industrielle. L'autre point, c'est de venir avec des applications métiers qui répondent à des besoins très spécifiques, comme la productivité avec le TRS, la qualité avec tout ce qui est contrôle statistique de process, etc., qui soient entièrement paramétrables. Et là, on a, je dirais, quelque part des briques sur étagère qui se mettent en place très rapidement. Alors, bien entendu, une fois que les flux de data sont en place, mais qui permettent de répondre très rapidement aux besoins et surtout qui vont parler aux gens du métier. On a la même chose sur la partie analytics. Alors, sur l'analytics, c'est un peu différent. C'est que, je dirais, tout ce qui est lié aux statistiques, qui est lié à l'IA, au machine learning, on est sur des choses, même si ça a tendance à se démocratiser un peu, qui restent pas forcément accessibles à tout un chacun. Et là, l'idée, c'est de se dire qu'on peut amener des approches où on a des workflows très guidés, qui vont utiliser ces approches de statistiques ou de machine learning ou d'IA, qui vont utiliser en fait ces technologies-là ou ces méthodes-là, mais sous le capot, c'est-à-dire que le workflow étant suffisamment bien guidé pour répondre à une question métier bien précise,
mais récurrentes, parce que quelque part, les questions qu'on se pose dans une usine sont souvent un peu les mêmes, que ce soit dans des approches d'optimisation ou de troubleshooting. Voilà, les approches il n'y en a pas une infinité non plus. Et donc, on peut être capable de construire des workflows d'analyse dans les outils qui vont faire qu'au final, un ingénieur procédé, un ingénieur méthode, un ingénieur production va pouvoir utiliser ces outils de manière très simple et très fluide et gagner énormément de temps dans la compréhension de ce qui se passe dans son usine. Et puis, tout à l'heure, je parlais d'aspect de centralisation et de transversalité. Si on peut offrir pour l'ensemble des usages quelque chose d'homogène avec des interfaces et des expériences utilisateurs qui sont similaires dans l'ensemble de la plateforme et pas des briques logicielles mises les unes à côté des autres et qui sont avec des univers complètement différents, également, on va pouvoir faciliter l'adoption sur le terrain. Alors, nous, ce qu'on propose, et c'est tout l'idée de la solution OI Analytics qu'on développe maintenant depuis 2015, c'est de pouvoir répondre à ces trois aspects et ces trois constats qu'on vient d'évoquer. Toute la partie collecte de la donnée, digitalisation de l'atelier, la partie contextualisation avec ce moteur de contextualisation qui offre en fait ces modèles standards de structuration de données et ces modèles également de traitement de données en standard, et puis toute une suite d'applications qui sont complètement intégrées avec le reste de l'application. Donc, pour répondre aux différents sujets que je viens d'évoquer, donc de la visualisation, mais pas que, c'est-à-dire pouvoir construire des apps où on va avoir de la visualisation, mais également à l'intérieur des interactions avec les équipes, par exemple des formulaires de saisie, voilà, qui vont permettre d'avoir quelque chose de complètement bidirectionnel, des outils de contrôle statistique de procédés, des outils d'analytics avancés avec des workflows métiers qui permettent de mettre au service des experts métiers toute la puissance des statistiques et de l'IA. Et puis également, plus pour les experts data, la capacité de pouvoir déployer du machine learning à l'échelle dans l'entreprise avec des outils qui permettent en fait à partir d'un code Python qui va permettre de faire de la détection d'anomalies, de la préconisation, etc., de pouvoir déployer ce code-là dans l'organisation de manière simple avec toute la gestion qui va bien pour fournir des nouveaux usages autour de ces thématiques. Alors, pour finir, j'ai cette slide pour moi qui me tient à cœur, c'est que pour réussir à améliorer la performance industrielle, en fait, il y a 3 piliers et il faut en négliger aucun des 3. Ce qu'on vient de voir, c'est très orienté, très axé sur la mesure. L'information, la donnée, c'est au final, dans nos approches d'excellence opérationnelle, ça reste un aspect autour de la mesure de ce qui se passe sur nos process de production. À côté de ça, il y a 2 piliers. Donc, je parlais tout à l'heure d'appropriation par le terrain, aussi d'adoption. Toute la partie méthode, organisation et animation autour de ces outils reste indispensable. Je dirais que ce soit une carte de contrôle sur papier ou sa version moderne digitalisée comme ce qu'on propose. Dans tous les cas, il faut former, accompagner au changement les équipes pour qu'elles s'approprient ces démarches et que derrière, elles déroulent également les approches d'analyse sur le terrain des problèmes, etc., etc. Et puis, tout ça, bien entendu, ne peut exister sans une expertise métier. Alors, pourquoi est-ce que j'insiste là-dessus? C'est que c'est aussi complètement dans la thématique de ces 2 journées de webinaire. Vous allez voir un certain nombre d'acteurs, dont certains qui sont plus sur la partie méthode, organisation, animation. Je pense typiquement à des gens comme Quaternaire ou des gens sur l'expertise métier comme Inevo ou Probayes qui vont amener soit des regards génie des procédés, soit des regards data science. En fait, pour réussir, c'est une combinaison de tous ces univers. Et nous, on est convaincus de ça. Et c'est pour ça d'ailleurs que la plateforme OI Analytics, on l'a conçue pour être ouvert à ce mode de fonctionnement en écosystème et de permettre au final aux industriels d'avancer le plus rapidement possible sur cette démarche autour de la performance industrielle. Alors, avant de passer aux questions-réponses, je vous propose juste un petit mot. Donc, on a lancé maintenant, il y a un peu plus d'1 an, un podcast qui s'appelle Voice of Industry, où on reçoit à la fois des industriels, des experts du secteur. Et j'ai fait une petite sélection de 3 podcasts qui peuvent être intéressants pour
poursuivre la réflexion sur la thématique que je vous présentais aujourd'hui. Donc un avec Olivier Flour qui témoigne du déploiement de la démarche autour de la digitalisation chez Adiceo. Un podcast avec Daniel Coudrier de Capgemini avec qui on évoque en fait les différents sujets pour pouvoir déployer à l'échelle le digital dans les industries, dans les organisations industrielles. Et également un podcast avec Thomas Menz qui est un des consultants de la société d'analyse qui s'appelle ARC Consulting, qui est une entreprise américaine qui conseille les entreprises sur leur sujet de digitalisation industrielle. Et on a fait un podcast sur la thématique de comment faire pour améliorer l'acceptation de ces solutions industrielles auprès des équipes opérationnelles. Voilà, je vous remercie en tout cas pour votre écoute et je vous propose de passer aux questions-réponses. Merci Mathieu pour cette présentation. Je pense que le constat est clair et ça a fait écho puisqu'on a déjà une série de quelques questions. Pour rappel, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Votre question sera publique. Si vous souhaitez la partager en privé, vous avez l'onglet questions à disposition. La première question fait écho à la notion de montée en compétences des équipes. Quel besoin de formation pour rendre autonomes les équipes opérationnelles sur un outil comme le vôtre ? Alors, pour les équipes opérationnelles, l'idée, c'est d'avoir, on va dire, il y a un petit socle de base de formation. En général, on fait ça sur des sessions de 2 heures. On va pouvoir former sur une thématique, un module, les équipes. Et ensuite, on rentre dans un mode de faire avec. L'idée étant de prendre un cas d'usage chez l'industriel et ensuite de le mettre en œuvre. Donc, en général, pour un module de la solution, on est sur 2 sessions de 2 heures de formation. Donc ça, je dirais, c'est une formation plutôt initiale quand on fait les projets, ce qui fait que sur un projet, au global, il faut compter une 40aine d'heures de formation pour couvrir l'ensemble des possibilités de la solution. Après, on a la possibilité d'adapter aux populations cibles, c'est-à-dire que par exemple, des populations qui vont plutôt être sur la partie uniquement visualisation, on va dire la formation, ça va représenter quelques heures, c'est relativement rapide. Et je dirais un point qui est important et sur lequel je vous invite à être vigilant quand vous investissez dans des solutions, regardez bien la qualité de la documentation, de ce qui est fourni pour pouvoir également accompagner les équipes et leur permettre d'être autonomes dans leur montée en compétences. Toujours une question, alors c'est de manière un peu plus large par rapport à la démarche. Quelle organisation faut-il mettre en œuvre pour déployer ce type de démarche ? Alors, l'organisation qu'on voit qui fonctionne bien, c'est d'avoir un cœur de gens qui sont des référents produits. Alors ça, c'est particulièrement vrai quand on parle de déploiement à l'échelle groupe, où c'est bien d'avoir une équipe centrale qui va être, je dirais, quelque part le référent sur l'utilisation de la solution, qui va également définir des bonnes pratiques en termes de structuration de la donnée par rapport, on va dire, à la gouvernance de la donnée dans l'entreprise. Et ensuite, sur site, un référent qui, lui, va propager le projet de digitalisation. Et donc, ça permet de mettre en place ensuite des organisations sur lesquelles l'entreprise est relativement autonome dans son fonctionnement autour de la solution et de ses évolutions. C'est-à-dire que si les équipes sur site ne sont pas en mesure de répondre aux questions qu'elles ont, ça peut monter ensuite sur l'équipe centrale qui est plus experte. Et puis, si besoin, après, ça remonte chez nous, chez nos partenaires pour répondre aux différents sujets. Merci. J'ai 3 nouvelles questions qui sont arrivées plutôt relatives à la solution. Je vais les prendre dans l'ordre. Quelles sont les capacités d'analyse statistique des données en aide à des ingénieurs process avec Optimistic, avec OI Analytics? Ok, alors sur cette question, en fait, aujourd'hui, si on prend, en fait, il y a 2 niveaux. Un premier niveau qui est l'analyse par la visualisation.
c'est un niveau qu'on oublie souvent. Déjà, regarder les données, ça permet de voir pas mal de choses et donc on a un outil de visualisation qui permet de faire pas mal de choses, des distributions, des boîtes à moustaches, etc. Donc, on va pouvoir déjà avoir un premier niveau de lecture statistique, je dirais. Ensuite, pour aller un cran plus loin, on a donc un outil d'analytics avancé qui propose différents workflows d'analyse. À ce jour, il y en a 2 et un troisième qui est en train d'arriver. Donc, le premier, c'est un outil qui vise pour un procédé donné, à comprendre quels sont les facteurs qui influent sur un paramètre donné, par exemple un critère de performance, je sais pas moi, la consommation spécifique en énergie, le rendement matière ou autre. Et on va pouvoir, grâce à ce workflow d'analyse qui, lui, s'appuie sur des algorithmes d'IA, répondre à 2 questions. La première, c'est quels sont les facteurs influents et dans quelle mesure on explique leur influence sur ce critère de performance. Et dans un deuxième temps, sur les facteurs les plus influents, pouvoir faire un travail d'optimisation pour trouver les conditions opératoires optimales et améliorer ces réglages. Donc ça, c'est une première approche. On a une deuxième approche qui est plus statistique, qui permet de trouver des causes communes de défauts sur des lots de production, par exemple. Donc, imaginons, on a des produits finis, on en a qui sont bons, d'autres qui ne sont pas bons. On va pouvoir identifier dans toute la chaîne quels sont les facteurs communs. La ligne de production, un lot de matières premières, une recette, etc. Et donc, ou un outillage. Et donc, on va pouvoir faire ce type d'analyse. Alors, pour ceux qui sont un peu férus de data, en fait, pourquoi est-ce qu'on a ces 2 types d'analyse un peu en parallèle? C'est que c'est difficile de combiner dans une même analyse des données catégorielles et des données numériques. Je dirais, il n'y a pas d'algorithme qui marche bien en ayant les 2 types de données en entrée. Et donc, en fait, on va pouvoir traiter les 2 aspects grâce à ces 2 workflows-là. Puis, on a un troisième workflow qui est pensé plus pour une approche de troubleshooting qui permet en fait de comparer des populations. Alors, ça peut être des populations de lots de production, des populations de campagne, mais aussi des populations de plages de temps. C'est-à-dire, par exemple, on a été très bon en prod sur le mois de septembre. Par contre, pendant tout l'été, on a été mauvais. On veut comprendre et comparer ces périodes de production. Et donc là, on a un outil qui s'appuie sur des approches statistiques pour trouver quels sont les paramètres ou les éléments qui ont une différence significative entre les 2 populations et aider à identifier les sources de problèmes grâce à ça et donc de faciliter le troubleshooting. Et ensuite, on peut sortir l'artillerie lourde pour, si on veut vraiment faire de l'expertise data approfondie, c'est que OI Analytics est une solution ouverte, comme je le disais, et via son API, on peut utiliser la solution pour récupérer de la donnée et ensuite faire des analyses très poussées dans des outils de type Python. Et donc, en fait, on a un SDK qui est disponible d'ailleurs de manière libre sur Python qui permet de se connecter à l'API d'OI Analytics, de bénéficier de toute la structuration des données. Et ça, je dirais, si vous en discutez avec des data scientists, par exemple de ProBias, ils vous expliqueront à quel point ça change la donne en termes de rapidité d'exécution, de pouvoir avoir accès à l'API d'OI Analytics et à de la donnée structurée. On peut construire des jeux de données et ensuite, on a toute la liberté qu'offre Python dans un notebook Jupyter ou autre de pouvoir analyser, traiter et triturer ces données-là. Mais je dirais 95% pour un ingé process, et d'ailleurs si on parle de l'ingé process, 100%, c'est plus sur les outils d'analytics avancés qui sont intégrés à la solution. Voilà. Merci Mathieu pour cette réponse. Je vais passer à la remarque et la question de Henri dans le chat. La solution semble inspirer des industries de process. Quelle expérience dans l'industrie manufacturière en mode pièce à pièce et moyenne série? Alors, on a quelques expériences dans ce domaine. Par exemple, on travaille dans l'industrie du composite pour l'aéronautique sur des pièces de structure. Alors, je vais être très précis parce qu'il y a des choses qu'on fait, des choses qu'on ne fait pas. La solution est bien adaptée pour, par exemple, dans ce cas-là, suivre tout le process de fabrication de la pièce en composite de la phase de drapage, c'est-à-dire la phase où on va déposer les fibres de carbone pour commencer à faire des grandes formes, jusqu'à la pièce finie. On va dire sur le process en lui-même, c'est-à-dire qu'il va y avoir de la mise en forme sous vide, il va y avoir ensuite du traitement thermique dans des autoclaves, etc. Donc
tout ce process-là, on va pouvoir le suivre. Par contre, là où on va s'arrêter, c'est que s'il y a tous les sujets, par exemple, d'usinage et autres, on va pas être, on n'a pas on n'a pas les structures de données, par exemple, pour tout ce qui va être dimension 3D, etc., ou je dirais derrière de l'assemblage, par exemple. Mais par contre, sur la fabrication de pièces, faut voir ce qu'il y a, et en particulier s'il y a toute la partie process, des traitements de surface, des traitements thermiques, etc. Par contre, là, on a des outils qui répondent bien à ce type de sujet. Donc, à votre disposition pour échanger en privé sur le cas d'usage et voir si on peut y répondre ou pas. Merci Mathieu. On revient à une question plutôt orientée produit. Qu'est-ce qui différencie votre produit de celui des autres acteurs présents sur le marché? Alors, tout à l'heure, je parlais du rôle que peuvent prendre un expert métier et doivent prendre pour avoir cette agilité et cette capacité à prendre en main le sujet de la data. Si je reviens sur cette slide, là où on va différencier très fortement, alors déjà sur la partie des applications configurables, métiers, je dirais on offre quelque chose de très transverse, ce qui est assez rare sur le marché. Mais là où il y a un vrai différentiel, c'est sur la partie structuration des données, où on est la seule solution sur le marché qui offre une partie structuration des données qui est accessible à des gens du métier et qui ne nécessite pas de faire du code ou des choses relativement complexes en termes de base de données, etc. On a vraiment quelque chose qui parle à un ingé procédé et qui est tout à fait capable de configurer toute cette partie structuration de données. D'ailleurs, c'est une des parties sur laquelle on investit énormément pour rendre cette facilité d'utilisation parce qu'on intègre en fait dans la solution tout un contexte métier adapté à l'industrie. Merci Mathieu, très clair. J'ai fait le tour de la première série de questions. N'hésitez pas, nous avons encore un peu de temps à votre disposition. Vous pouvez adresser vos questions dans le chat ou dans l'onglet questions pour qu'elles soient privées. Et Mathieu y répondra avec plaisir. Je ne sais pas si vous avez toujours des questions. Pas de nouvelles questions pour l'instant. Bon. Si pas de nouvelles questions, je pense qu'on va pouvoir conclure. N'hésitez pas, je vous ai adressé plusieurs liens dans le chat. Le premier, donc avec le programme complet de l'événement l'usine augmentée en ligne. Vous avez encore des webinaires cet après-midi et demain. Et dans le second lien, les podcasts dont Mathieu vous a parlé il y a quelques minutes. Merci à tous pour être venus à ce webinaire en nombre. Et très bonne journée et très bonne poursuite avec les autres webinaires. Au revoir, merci. Au revoir.